Alors peut-être, la Britannique est en train de craquer. Champion du monde. Cela ne nous regarde pas. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 5e épisode de Jusqu'au bout. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis avec 2 personnes. Donc déjà, je suis avec Paul, que vous avez vu au premier épisode. Salut Paul. Salut. Est-ce que tu veux peut-être un peu te représenter rapidement pour te resituer ? Oui, pas de souci. Je m'appelle Paul. Je pratique l'athlétisme depuis une quinzaine d'années maintenant. On va dire, une quinzaine d'années sérieusement, mais sinon j'ai commencé bien plus tôt. Ouais. Voilà. Je suis de niveau interrégional. Ouais, effectivement. Pour ne pas dire national, parce que j'ai fait qu'une perf N4 l'année dernière. Et c'est à partir de 2 perf N4 qu'on peut dire national. Ouais, voilà. c'est ça. Mais et je suis très heureux d'être dans ce podcast parce que c'est un exercice dont je n'ai pas l'habitude et je suis très content de pouvoir parler d'athlétisme et de sport, moi qui m'entraîne seul et avide de discussion. Voilà. Non mais ouais, c'est très intéressant, ça permet d'échanger. Et on est également aujourd'hui avec François, que je vais aussi laisser se présenter. Salut. François, entraîné par Clément depuis 2 ans, c'est ça à peu près, je crois. Ouais, c'est ça, c'est dans ces eaux-là, 2022 officieusement. Voilà. Je cours sérieusement depuis à peu près cette période. Et là, on est dans mon bureau, on est à l'Université catholique de Lille, parce que je suis maître assistant en sciences politiques dans la fac où, Clément, tu as fait ta licence et puis ensuite ton master. Une bonne partie de mes études, ouais, effectivement. Voilà. Enfin, quasiment tout en fait, parce que le CQP, c'est pas vraiment... Ouais, tout à fait. Mais tu vois, moi, comme enseignant-chercheur ici, ça me fait plaisir aussi d'avoir des étudiants qui prennent des orientations professionnelles un petit peu différentes peut-être de la norme. Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, c'est assez normé, comme tu le dis, et on a tendance à partir un peu dans le carcan où au final, on a fait ses études, mais tout n'est pas forcément défini. Ouais, d'autant plus que tes études ici, tu vas trouver des manières, le podcast et le sujet du podcast en est une bonne illustration, de les réinjecter, enfin de les reproblématiser différemment. Ouais, j'ajouterais à ta présentation que tu es vraiment, on va dire, intéressé par les statistiques, tu bidouilles beaucoup, tu aimes bien tout ce qui est statistique. Ouais, il y a de ça. Alors en fait, j'ai pas mal de cours qui sont des cours de méthodologie, donc soit la méthodologie scientifique en général, soit la méthodologie quantitative, et c'est là où l'analyse statistique intervient. Et vu la présence des données, enfin de tout ce qui est mesuré dans le sport, au moins en course à pied, mais en trail running aussi par exemple, parce que le trail m'intéresse pas mal, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un minimum de bagages en statistique pour en faire quelque chose. Et puis, si je dis pas de bêtises, tu as été mon chargé de TD en épistémologie. Si tu veux rapidement dire ce que c'est l'épistémologie, parce que ça va nous intéresser quand même un petit peu aujourd'hui. Enfin, c'est quand même un angle qui est aussi intéressant. Oui, si tu veux. Alors effectivement, comme tu as choisi comme titre de mémoire en finir avec la science de l'entraînement, point d'interrogation. Est-ce que ça sera le titre définitif ? Je sais pas, mais c'est le titre temporaire en tout cas. Ouais, voilà. On risque effectivement d'avoir à parler de définition de ce qu'est la science, des critères de scientificité et puis de ce qui va distinguer, on va dire, les espaces scientifiques et non scientifiques. Et en fait, en philosophie, il y a eu tout un questionnement là-dessus. Il y a un questionnement perpétuel en sciences sur ce qui fait la démarche scientifique. Et l'épistémo, c'est la discipline qui s'intéresse à ça de manière appliquée, on va dire. Ouais. Brièvement, épistémé, c'est la connaissance. Et le logos, c'est la théorie. Donc c'est la théorie de la connaissance pour dire étymologiquement les choses. Et donc, justement, comme tu l'as dit, le podcast va être en finir avec la science de l'entraînement. C'est plus généralement pour se questionner. L'idée m'est venue parce que je trouve qu'on parle énormément de science aujourd'hui. C'est presque un peu trop, c'est presque étouffant. On entend énormément parler d'innovation scientifique ou de progrès, de méthodes d'entraînement qui ont été apportées par des découvertes, des changements, des affirmations scientifiques. Donc par exemple, il y a les prises de lactate aujourd'hui, il y a les stages en altitude qui n'étaient pas aussi courants auparavant, il y a l'arrivée des chaussures carbone qui sont vendues comme une vraie progression technologique, il y a par exemple, pour rebondir sur les lactates, l'entraînement norvégien, le double seuil, en termes de technologie, il y a la puissance, on peut même parler aussi en termes de technologie non directement liée à l'entraînement et à la performance, comme par exemple la Wave Light qui a été ajoutée ces dernières années pour pouvoir suivre précisément les allures de record du monde, mais même plus généralement en termes de dopage aussi. Clairement, les techniques de dopage ont évolué. Dans les années 60, on se dopait surtout aux amphétamines, à la caféine, à ce genre de choses. Alors que depuis environ 30 ans, on est passé dans un nouveau prisme avec le PO. Et depuis le confinement, la fin du confinement, depuis le Covid, etc., on a tendance à avoir une nouvelle explosion de records et ainsi de suite. Et effectivement, il y a quand même quelques cas qui détonnent, comme par exemple Katir, qui a quand même enlevé plusieurs secondes sur son record au 1500 mètres et qui a été contrôlé positif puisqu'il a fait 3 no-shows
et c'est équivalent à un contrôle positif pour l'IAAF, si je dis pas de bêtises. Et donc justement, le questionnement vient de là. Est-ce que tout ça est nécessaire ? Est-ce que tout ça est important ? Est-ce qu'il faut tout prendre en compte ? C'est un questionnement qui est assez général, mais c'est questionner vraiment la place que la science a pris aujourd'hui dans le sport. Mais pour ça, il faut peut-être en revenir rapidement aux racines du sport. Donc déjà, je pense qu'il faut distinguer sport et activité physique. L'activité physique a toujours existé, c'est assez logique. Mais globalement, depuis l'apparition de la société industrielle, il y a eu une certaine tendance à la mécanisation, donc une disparition relative de l'effort physique. Et c'est là que naît le sport pour deux raisons. Déjà parce que l'effort physique est moins présent dans la vie quotidienne, mais aussi parce que la société industrielle dégage plus de temps libre pour les travailleurs, dégage plus de temps libre et plus de moyens, ce qui leur permet de pratiquer des loisirs. Parce que le loisir, c'est pas forcément quelque chose qui est instinctif à toute l'histoire de l'humanité. Et par exemple, quand on remonte aux Jeux Olympiques antiques, le point principal des Jeux Olympiques antiques était avant tout une célébration religieuse et non des exploits sportifs, premièrement, pour le plaisir de l'exploit sportif. Et justement, on remarque que le sport, comme énormément de choses dans la société, a tendance à se perfectionner. Et comme par exemple, en logistique, dans les usines, etc., on a tendance à vraiment découper l'ensemble des tâches et à millimétrer les choses. On remarque que le sport s'est vraiment fragmenté, qu'il est devenu de plus en plus précis, même dans les plans d'entraînement, parce que quand on regarde les plans d'entraînement, par exemple, on regarde la méthode Lydiard, etc., c'est tout bête. Alors qu'on regarde les plans d'entraînement aujourd'hui, il y en a certains, on dirait un peu des usines à gaz. On dirait que c'est un peu beaucoup de complications pour pas grand-chose. Et il y a une utilisation aussi du chronomètre. Je pense que c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, on cherche énormément à quantifier les choses. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on faisait autant avant. Certes, on tenait quand même, je pense qu'on a quand même toujours, beaucoup de personnes ont pu tenir un journal d'entraînement, etc., au niveau pour dire je faisais tel nombre de kilomètres et ainsi de suite. Enfin, à peu près. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus un focus sur la performance et même à plus faible niveau et sur chercher les gains marginaux avant de chercher l'essentiel, par exemple le travail de pied et ainsi de suite, plutôt que d'opter pour des carbones. Et du coup, je pense que la performance sportive s'inscrit un peu dans cette tendance et aussi et que la scientification de la société vient aussi de l'industrialisation de la société. Après, justement, on pourra peut-être en parler, parce que c'est peut-être pas forcément un point de vue qui est partagé par Paul ou par François, mais j'ai essayé de mettre un peu ce contexte pour voir un peu d'où ça sort et de où on part en termes de sport, parce que le sport n'est pas quelque chose d'inné à la société. Donc là, je vais laisser peut-être un peu François définir la science et la démarche scientifique, si tu as des choses à ajouter. Bah, maintenant que j'ai entendu ton intro, je comprends mieux le titre que tu as choisi pour le thème de la discussion. Et bon, là, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont différentes et qui méritent d'être distinguées dans ce que tu as dit. C'est vrai. En fait, tu as parlé de la montée en gamme technologique, de l'ingénierie, du sport, tu vois, quand tu as évoqué des choses comme les carbones et ainsi de suite. À mon avis, à mon sens, en tout cas, c'est à distinguer de plusieurs choses que tu as citées qui tiennent plus à la division du travail, à la montée de la société de service, au fait qu'on ait du temps libre, ça c'est encore autre chose. Alors, t'es remonté jusqu'à l'Antiquité, mais... C'était très bref. Même sur la période contemporaine, on peut se contenter d'observer des choses qui déjà sont assez remarquables. Et puis là, tout à la fin, tu as parlé de scientifisation. Et là, il y a encore autre chose, peut-être en lien, tu vois, avec la science des données, avec la façon dont on présente l'entraînement comme une discipline scientifique de plus en plus à part entière. Et c'est quand même des choses qui, à mon avis, méritent d'être séparées. Tu vois, tout ce qui est professionnalisation du milieu sportif, c'est quelque chose, et tout ce qui est nouveaux instruments de mesure et puis compréhension de la physiologie de l'effort à travers ces instruments-là, c'est encore autre chose que l'amélioration technologique pure, quoi. Moi, comment je le vois, c'est que ça a la même racine, mais que cette racine commence déjà tellement à remonter que c'est important et nécessaire de séparer. C'est vrai que j'ai pris des raccourcis qui sont assez directs pour être bref. De toute façon, tout va se télescoper à partir du moment où il y a du fric. C'est pas compliqué, il faut dire les choses assez simplement. Si jamais il y a manière de dégager d'énormes marges de profit en vendant des chaussures à des gens, tu vas voir des spécialistes, des scientifiques, des experts de tout ça se ruer sur le sujet, quoi. Il y en a qui vont s'inventer, et puis il y a des choses sincèrement utiles qui vont émerger de tout ça, utiles au sens effectif, si tu veux. Mais là, on est loin de la science, parce que la science, certainement, suit ses propres objectifs là-dedans, si tu veux. La recherche scientifique sur le sport, bon, moi je me suis présenté tout à l'heure, tu vois, je viens de la science politique. C'est pas du tout quelque chose sur lequel je travaille directement, même s'il y aurait certainement des croisements intéressants, tu vois, politique sportive, des choses comme ça.
En revanche, toi, j'ai l'impression pour le débat que tu veux lancer, là, maintenant, tout de suite, ce qu'il nous faut, c'est plutôt une définition assez simple, tu vois, de ce qu'on entend par science de l'entraînement, quoi. C'est, à mon avis, quelque chose que tu peux définir en te disant s'il y a des gens qui sont capables de vendre une activité spécifique qui est une activité scientifique sur le sport, dans ce cas-là, c'est qu'il y a une science, a priori, du sport et de l'entraînement. Sous-entendu, à partir du moment où tu as des gens qui arrivent à se présenter comme étant des sport scientists, ce qui est un peu le titre dont j'entends le plus parler en ce moment dans le domaine, c'est qu'il y a, on va dire, un corpus de connaissances, tu vois, qu'ils arrivent à refourguer aux gens autour d'eux comme étant quelque chose que eux détiennent parce que eux ont travaillé de manière scientifique sur le sujet, quoi. Et justement, je trouve que tu soulignes quelque chose d'intéressant, c'est que, et c'est pour ça que j'ai fait un récapitulatif qui est quand même assez général, c'est que au final, c'est qu'une branche, entre guillemets, de la science, tout simplement la science de l'entraînement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence dans les méthodologies, et ainsi de suite, et c'est pour ça que j'ai voulu rapprocher ça directement avec l'émergence de la société industrielle, etc. Parce que moi, je vois pas de grande différence en fait dans les méthodologies employées et dans les façons d'agir, ce qui est assez logique parce qu'au final, on fait de la science. On va pas, par exemple, réinventer le concept de double aveugle pour le sport ou ce genre de choses. Est-ce que tu partages cet avis ? Enfin, Paul aussi, qu'est-ce que t'en penses ? Mais moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Pour le moment, je pense que François a plus de choses à apporter que moi sur tout ce qui est définition, concept, etc. Ouais, mais justement, je pense que ta présence est aussi importante parce qu'on voit qu'il y a plein d'angles différents qui peuvent être pris. Moi, quand j'ai fait mon récapitulatif, excusez-moi, c'est un petit peu, entre guillemets, philosophique. Alors que, par exemple, François va plus apporter un point de vue de scientifique sur la question. On a même notre point de vue sportif, etc. Je pense que justement, c'est une question qui est assez englobante et qui est compliquée à définir au final. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est compliqué de trouver la question précise sur le sujet. Si on part sur la définition de la science, le bâtiment va fermer avant qu'on ait terminé, mais non, tu vois, c'est hyper intéressant. Là, tu viens de citer le concept de double aveugle, enfin tout ce qui permet en fait de rendre des études rigoureuses ou perçues comme telles, tu vois, par un public extérieur. Bon, de toute façon, une fois que tu connais un peu les critères de scientificité qu'utilisent les scientifiques eux-mêmes, tu commences un peu à déchanter par rapport à ces notions-là et c'est normal. Mais encore une fois, à partir du moment, et c'est une définition relationnelle, tu vois, c'est à partir du moment où il y a des gens qui, de l'extérieur, vont reconnaître ça comme des études, c'est-à-dire des choses qui ont demandé un supplément de rigueur, une attention à des protocoles d'enquête, des choses comme ça, tu vois. À partir du moment où il y a ces signes-là, ces critères d'identité, on va dire, que tu peux poser sur... Alors, ça va être principalement des articles scientifiques, parce ce qu'on appelle la science de l'entraînement, c'est principalement des entraîneurs qui lisent des trucs qu'ils trouvent sur PubMed, tu vois. C'est pas grand-chose d'autre. Alors que la science, ça peut être beaucoup d'autres dispositifs. Bien sûr. Mais là, c'est ça dont on parle. Bah, à partir du moment où ça existe, et a priori ça existe, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'écoutais un podcast de Sofiane Bakiti, je crois qu'il s'appelle, qui entraîne Perrine Lafont et des gens en ski boss. Ben, il parlait des études qu'il lisait, tu vois. Il citait des trucs, et ainsi de suite, et puis tu sentais qu'il s'en servait comme outil quotidien, quoi. Donc à partir du moment où il y a ça, cette pratique, tu vois, de gens qui consultent des études et puis qui ajustent ce qu'ils font faire à leurs athlètes en fonction de ça, tu as une science de l'entraînement. En tout cas, d'un point de vue social, tu as bien un échange, si tu veux. Oui, il y a quelque chose qui est qualifiable de science de l'entraînement. Oui, bah, dès lors qu'il y a une recherche, des expérimentations, il y a de la science quelque part. Donc du coup, je vais embrayer sur une première question qui est assez générale et je pense qui va pas forcément amener à beaucoup de débats parce que je pense qu'on va être assez d'accord. C'est est-ce que la science de l'entraînement, pour vous, c'est une vérité qui est absolue ou relative ? Est-ce qu'on peut prendre, c'est vraiment bête, mais c'est pour rentrer dans le cœur du sujet, est-ce qu'on peut prendre, par exemple, on va dire, on va prendre Marcus Bakken, on va lire, etc., donc la méthode norvégienne, on va dire, est-ce que ça s'applique à tout le monde ? Est-ce que c'est absolu ou est-ce que c'est relatif ? Il faut l'individualiser, ainsi de suite. Je pense que la réponse est assez logique. Paul, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, la réponse est assez évidente. Non, la science n'est pas une science, n'est pas absolue, n'est pas une vérité absolue. Elle est forcément relative, dans la mesure où, de toute façon, une théorie scientifique est vraie jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas si tu es d'accord, François. Ouais, alors là, c'est un peu différent parce qu'en fait, tu cites moi, je connais pas très bien les méthodes norvégiennes. Enfin, tu vois, moi, j'entends parler de ces choses-là, mais de très loin et tout. Mais en fait, là, tu cites ce qui serait un protocole d'entraînement ou un protocole de soins standardisé, scientificisé. Ouais, et en fait, typiquement, dans le domaine biomédical, tu vas chercher à distinguer ce que sont les résultats scientifiques, typiquement d'un essai clinique, tu vois, comme tu parlais de double aveugle et tout, des protocoles de soins qui ensuite sont traduits dans l'espace hospitalier, par exemple, tu vois. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que
Tu peux avoir des résultats scientifiques tout à fait fondés, tu vois, enfin, tu peux conduire toutes sortes d'études et tout avec des bouts, des ingrédients, tu vois, de la fameuse méthode norvégienne, et puis en tirer des résultats scientifiques tout à fait valides, publiables et ainsi de suite. Mais ensuite, ce que tu en fais sur le terrain, évidemment, c'est individualisé. Ouais, c'est ça. Justement, moi, je pense que, comment dire, le rôle de l'entraîneur, le rôle de la personne qui encadre, parce qu'il n'y a pas que des entraîneurs, ça peut être aussi pour des athlètes de haut niveau, un ensemble de personnes, ou peut y avoir des personnes qui vont être plus dans l'analyse et ainsi de suite, tandis que l'entraîneur va être plus dans formuler le plan, etc. et va pas forcément produire l'analyse derrière. C'est que je trouve qu'en fait, c'est vachement la réalité du terrain, de l'empirisme, et je dirais même, bon, j'aime pas forcément ce mot, mais on en a déjà parlé, Paul, de la bro science, quoi. C'est un peu, je vois ce qui marche avec la personne, et si ça marche avec la personne, c'est très bien comme ça. Je vais pas tenir rigueur de ce que dit la science sur le sujet, quoi. Je vais un peu adapter. Par exemple, je sais pas, on va prendre quelque chose qui peut être placebo ou qui peut pas forcément être entièrement prouvé, comme mettre ses jambes contre le mur pour avoir une meilleure circulation sanguine, pour récupérer, etc. Si ça marche pour une personne, pourquoi s'embêter pourquoi s'embêter à vérifier que la science fonctionne, etc. et pas juste l'appliquer à la personne, quoi. Je pense que Oui. l'individualisation, c'est un peu ça au Il y a final, plein quoi. d'exemples comme ça. Tu pourrais faire une étude avec est-ce que c'est mieux de s'entraîner le soir ou le matin. La science va peut-être conclure que c'est pour 70% des personnes, il faut s'entraîner le soir, et donc conclure que c'est mieux de s'entraîner le soir. Sauf qu'en fait, les 30% qui restent, comment ils font ? Ils vont pas se mettre à s'entraîner le soir alors qu'ils préfèrent le matin, tu vois. Mais ça, À un je moment crois qu'ils donné, l'ont fait, non ? Mais moi, j'ai souvenir d'une étude. Ils n'ont pas calculé l'heure à laquelle il y avait le plus de Si. records battus, je crois que c'est 17 heures. Ouais, c'est une étude qui m'a marqué en natation, mais sauf que ça m'a fait bien rire cette étude quand j'ai entendu parler, parce qu'en fait, on parle de nageurs olympiques, donc déjà, en fait, ils ont des horaires de compétition définis, donc forcément, ils compétitionnent plus à une heure qu'à une autre, et on parle d'une élite, et ça, c'est le problème, c'est que pas toutes les études, loin de là, mais certaines études qui sont énormément utilisées pour affirmer des choses, parce que parfois, franchement, sur les réseaux sociaux, on peut parler d'affirmation vu comment c'est avancé, concernent en fait des élites. Par exemple, même quand on parle de méthode norvégienne, quand on parle de double seuil, ou même quand on devrait parler de carbone, etc., en fait, les études scientifiques et même la pratique concernent surtout les élites. Et ça, c'est un problème qui me gêne énormément et qui m'embête avec ce qu'on peut appeler la science de l'entraînement, c'est qu'on essaye d'appliquer à des personnes qui ont une vie chargée, qui ont un stress, et ainsi de suite, des concepts qui ne sont pas forcément adaptés et qui complexifient leur pratique, alors qu'au final, il faut la garder simple. Ça s'appelle un biais. Ouais. Ouais, C'est un biais. ça dépend de ce que tu lis. Ouais, il y a forcément Oui, des bien biais, sûr, bien sûr. mais selon ce que tu lis, tu vas pas trouver les mêmes. C'est-à-dire que toi, à mon avis, ce qui t'intéresse, et Paul peut-être de même, vous allez facilement tomber effectivement sur des études ou des choses qui sont dérivées d'études qui font énormément intervenir effectivement des publics élites. Moi, dans les quelques trucs que je lis en physiologie de l'effort, c'est plutôt le biais inverse. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont conduites sur des gens qui sont, ils appellent ça non entraînés, dans la littérature. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas tant l'existence et la production de ce contenu, c'est la réutilisation par le grand public de ce contenu. Enfin, je fais une petite nuance, parce que là, j'ai l'impression que tu parles plutôt de la production en tant que telle. Et moi, je lis un peu des deux, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai plutôt tendance à tomber sur des choses qui vont concerner des sub-élites ou des élites, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse le plus. Bon, à chacun ses goûts, mais j'ai l'impression que surtout le grand public, en fait, on va surtout leur cracher des études qui vont concerner des catégories de population qui ne les concernent pas au final directement la plupart des personnes. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'on recrache des choses trop compliquées en fait à des personnes qui n'en ont pas besoin, tout simplement. Moi, c'est un peu mon ressenti. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis dans ton exemple, à 17h, c'est là où il y a le plus de performance. En fait, c'est pas anodin. Moi, je pense que je peux répondre. Je connaissais pas cette stat, mais je pense que je peux répondre simplement parce que les gens, c'est vers cette heure-là qui s'entraînent en fait, la plupart du temps. Ouais, aussi. Donc quand tu t'es habitué à t'entraîner autour de 17h, forcément ton corps est rythmé pour performer à cette heure-là, c'est tout. Tu vois, voilà, moi je sais même pas d'où ça sort ce truc. Mais comme tu parlais de bro science et tout, c'est typiquement le genre de truc, tu vois, qui peut en faire partie. Le si terme jamais, m'énerve un peu quand même, parce que... Non, mais tu vois, encore, regarde, tu vois, enfin, déjà la question derrière, elle est sérieuse. C'est, tu vois, tout ce qui est périodisation de l'effort et ainsi de suite, c'est pas idiot. Tu vois, ton exemple de s'entraîner le matin ou le soir, il y a une question sérieuse derrière, ne serait-ce qu'en termes de physiologie. Tu vois, quand est-ce qu'on est le plus apte à ne pas se blesser, des choses du style. Pas quand tu te lèves déjà. Ensuite, déterminer un pic de performance, comment il a été déterminé et ainsi de suite. Bon, c'est intéressant. Et puis, comme tu disais, sur quel type de public il a été déterminé, c'est également intéressant. Mais typiquement, c'est pas le genre de truc que je vais lire. Hein. Tu dis, là, il y a 2 minutes, tu disais les gens, on leur donne et tout.
je sais pas qui sont les gens et je sais pas ce qu'on leur donne. Oui, enfin, bon, c'est vrai que... si, dans la presse généraliste, je vois bien qu'on leur donne des trucs sur les effets du café sur la santé, mais... Bah, moi, j'ai le sentiment que je vais préciser un peu plus, parce qu'effectivement, avec des... Enfin, quand c'est un peu un con, quoi, on sait pas de qui on parle. J'ai le sentiment que dans la majorité des contenus... Bon, moi, je consomme des contenus athlétiques principalement sur YouTube. On va faire appel, dans la majorité de ces contenus, qu'ils soient francophones ou anglophones, à des études scientifiques et à des protocoles, etc., qui ne sont pas adaptés à ce que je pense être la majorité du public sur YouTube, c'est-à-dire un peu monsieur tout le monde. Enfin, pas monsieur tout le monde non plus, mais qui est quand même beaucoup plus général que le public des études. Pour préciser, parce que c'est vrai qu'effectivement, on parle de... Ça manque un petit peu de rigueur quand même, la phrase et la façon dont j'ai formulé. Ça fait un peu bistrot, là. Mais est-ce qu'on peut revenir aussi sur la science de l'entraînement ? Est-ce qu'on l'a vraiment définie ? On l'a pas définie. Non, je pense que c'est normal d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous regardez, vous, sur YouTube ? Bah moi, franchement, j'essaie de regarder un peu tout le contenu qui est produit, parce qu'il y a quand même... Enfin, c'est compliqué d'entrer dans la niche athlétisme, mais elle est quand même plus large qu'on l'imagine sur YouTube, quand même. Après, Paul, toi, je peux pas m'exprimer pour toi, je ne sais pas. Moi, je regarde de tout, tu sais. Mais, non, mais en termes de sciences de l'entraînement, moi, ça m'intéresse, tu vois. Sciences de l'entraînement, en fait, ça mélange plein de sciences, en fait. Ouais, bien sûr. C'est ça, en fait. Tu as des sciences formelles, des sciences naturelles, donc sciences dures, sciences molles. Du coup, à partir déjà qu'une science dure, je sais pas, la théorie de la gravitation, elle a changé plusieurs fois. C'est pas figé, rien que la science dure n'est pas figée. Alors une science molle, une science qui mélange un peu tout, on peut pas se baser là-dessus pour tirer des conclusions et justement l'utiliser à grande échelle de façon systématique. Et justement, pour parler de la science de l'entraînement, je pense que quelque chose qui est intéressant à définir, c'est que dans tout le contenu qui est produit, il y a peu de scientifiques finalement, ou même de personnes issues de formations scientifiques à proprement parler. Là, directement, je pense à Iron Human, je pense à, si je dis pas de bêtises, il se nomme Rémi Rivet. Ouais, c'est ça. Je ne le connais pas précisément, donc je voulais pas écorcher son nom, mais globalement, là, en France, c'est les deux seuls exemples de personnes formées donc qui ont fait STAPS, et je crois que Rémi Rivet a travaillé pour des équipes scientifiques des équipes cyclistes professionnelles, mais à part ça, la plupart du contenu justement est déjà de la vulgarisation. Et bon, moi c'est aussi du contenu que je peux produire, mais c'est du contenu quand même qui est à prendre avec des pincettes et qui doit amener, je pense, les personnes à la curiosité, à rechercher plus derrière, parce qu'un vulgarisateur ne produit pas de la connaissance scientifique, ne vulgarise pas forcément bien la connaissance scientifique, parce qu'il a aussi ses biais et il peut faire des erreurs tout simplement. Et ça, déjà, je pense que ça pose problème, parce que on a déjà du mal à définir la science de l'entraînement. Je pense que ce qui a été le plus précis, le dit de plus précis, c'est François, quand tu as parlé que, en tout cas, si tu as des comportements sociaux qui gravitent autour de ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on peut nommer ainsi. Mais au final, on voit que déjà, rien que le rapport est biaisé des scientifiques de l'entraînement, ou des publications qui sont... Moi, je peux pas nommer des publications qui sont dédiées à la science de l'entraînement sportif. J'en ai aucune en tête, personnellement. Je sais pas vous, mais... T'en as, toi ? Est-ce que tu peux répéter, excuse-moi je disais que justement le rapport à la science de l'entraînement est particulier, parce que la plupart des personnes qui parlent de science de l'entraînement, enfin en tout cas de sciences appliquées à l'entraînement, je pense qu'on devrait plutôt dire ça, sont pas des scientifiques, vulgarisent, donc il y a des biais, il y a des erreurs et ainsi de suite. Déjà qu'il y en a dans la recherche scientifique et que la science évolue, c'est le principe de la science, mais d'autant plus que c'est vrai que moi j'ai du mal à voir la science de l'entraînement comme quelque chose de structuré, parce que je connais pas... C'est peut-être mon manque de connaissances, mais je connais pas de publications scientifiques sur la science de l'entraînement. Je connais pas de journaux, par exemple peer-reviewed, sur la science de l'entraînement. Je connais pas d'endroit précis où choper du contenu uniquement lié à la science de l'entraînement. Parce que justement, comme tu l'as dit, c'est plutôt sur des sites à vocation un peu... Enfin, des sites... des sur l'INSEP, tu peux, logiquement. C'est vrai. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé à l'INSEP. Parce qu'effectivement, l'INSEP, c'est... Ça veut pas dire que c'est de qualité, mais il y en a. Ouais, mais justement... Ah, l'INSEP, ils font quoi ? J'ai jamais regardé, tiens, non plus. J'ai pas eu la Ah, ils font beaucoup de choses. Ils font il y a de la publi, je suis pas... non, mais c'est vrai, il y a de la publication. C'est vrai que moi, j'ai même lu justement des thèses sur la charge d'entraînement, etc., si je dis pas de bêtises. Ah, moi, j'ai téléchargé ma première thèse sur le sport il y a pas longtemps, tiens. Parce que en trail, il y a une fille qui s'appelle Esther Eustache. Qui a gagné plein de trucs cette année, l'an dernier. Enfin bref, qui est vraiment super et qui vient de rendre sa thèse, mais de stats. Ok. Donc moi ça m'intéressait parce qu'en fait ça parle que de stats, hein. Ça parle pas du tout de sport, la thèse en question, ça parle des données manquantes en statistique, mais ça me fait marrer de lire la première thèse que je lis parce que la fille est une sportive, tu vois. rien à voir avec la smoule.
Non, moi ça me plaît que tu cites Tristan Pavlak parce que c'est le premier YouTuber que j'ai regardé de manière un peu sérieuse, en mode je vais regarder toutes les archives dans l'ordre et ainsi de suite. Ouais, c'est qualitatif. C'est quali, ouais, franchement. Faut remercier le travail qu'il fait. Merci Iron Human. Et en fait, ça revient complètement à ce que je disais avant sur l'identité professionnelle de la science, parce que Tristan, quelque chose que personnellement je trouve, et je suis allé lui dire d'ailleurs sur un salon, je trouve qu'il fait excellemment bien, c'est transmettre une large partie de ce qu'il a appris au cours de son master de biomécanique. Du sport ou physique, je sais plus comment ça s'appelait, et chez Rémi Rivet dans son podcast Move More, là j'écoutais celui sur l'entraînement en streetlifting. Bah en fait, voilà, en anatomomorphologie, ils sont super bons avec son comparse, t'apprends plein de trucs. Si jamais t'as un petit goût pour tout ce qui est physiologie, anatomie, enfin tu vois un peu ce que tu fais en première année de médecine et ainsi de suite, moi je trouve que tu te retrouves assez bien quand même justement dans ces podcasts-là, quoi. Ouais. T'as même ça, alors j'écoute rien dans le domaine, quoi, mais typiquement t'as ça aussi en bodybuilding chez les gens qui s'intéressent vraiment à l'optimisation, tu vois, des charges, enfin. Je pense que voilà, ce qui joue aussi, c'est qu'on parle actuellement. Bon, c'est vrai que la langue principale de la science, c'est l'anglais, c'est indéniable. Mais on parle juste quand même d'un point de vue de français. Et par exemple, bon, moi je m'intéresse aussi énormément au cyclisme. Et au cyclisme, il y a quand même des publications, notamment autour de la Groupama FDJ. Il y a des scientifiques qui publient. Et par exemple, Thibaut Pinot, bon, je pense que rien que le nom vous parle quand même un minimum. Thibaut Pinot, il y a eu des publications sur son parcours, sur ses progrès, etc. pour voir un peu ce qui fait qu'un cycliste professionnel progresse. Mais en France, en termes de publication dans le monde de l'athlétisme, peut-être que je me trompe et qu'encore une fois, c'est un manque de connaissances. Mais là, pour le coup, j'ai pas souvenir d'avoir lu une seule étude basée sur produits majoritairement par des Français en termes d'athlétisme ou concernant des Français, par exemple comme là Thibaut Pinot. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous... Non, ça a pas la... Vous n'avez pas les visages, mais... Non, de toute façon, il n'y a rien de ce que j'ai pu lire qui m'a convaincu à ce niveau-là. Moi, enfin, j'avoue, je suis un petit peu je vais peut-être être le mouton noir oh non, mais... concernant cette thématique, mais moi, en fait, moi, j'y crois pas à tous ces trucs-là, si vous voulez. Dans quel sens? Parce que... Dans quel sens? Bah, dans le sens c'est large. où je pense que... Enfin, dans le sens où est-ce que c'est utile pour la progression, en fait. Ça, c'est encore une autre question. Ouais. Et c'est la bonne, par ailleurs, parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est quand même de parfait. Bah oui, la résultante, faut pas oublier que c'est ça, c'est de s'améliorer et de progresser. Mm-hmm. Et du coup, c'est en ce sens que je pense que c'est pas nécessaire de passer par tout ça, en fait. Moi, ce que je constate, c'est que la science... Enfin... Parce que... Attends. Vas-y. Parce que si on écoute la science, les étirements... Alors là, les étirements, ça, c'est un sacré sujet. Ça a tellement... Voilà, ça a changé, hein, on est d'accord. Le froid pour guérir les blessures. Bah, c'est pareil, c'est toujours pas ça, acté. Bah, en tout cas, aujourd'hui, c'est non, parce que ça coupe l'inflammation, et l'inflammation est nécessaire à la guérison. Et encore, justement. ça dépend, parce que moi, là, par exemple, je relisais pour l'essuie-glace, parce que j'ai une personne qui a un essuie-glace, Ouais. et j'ai encore vu des endroits où on conseillait le froid, tu vois. Ah oui, non, mais... Mais c'est justement pour dire que le consensus actuel, en gros, scientifique sur ça, c'est qu'il faut pas en mettre. Le consensus peut vite changer. Mais le consensus change. Les graisses saturées, le froid rend malade, les protéines dangereuses pour les reins. Enfin, il y a plein de... Le lactate déchet qui provoque les crampes, les courbatures. Enfin, en fait, si on suit la science, bah, en fait, potentiellement, on se trompe. Mais en fait, là, ça me fait penser... C'est ça, en fait. Donc, je pense que vaut mieux... ok, il y a la science, je peux m'en inspirer, mais en fin de compte, vaut mieux s'écouter, suivre son intuition la plupart du temps. Pour ceux qui maîtrisent... Si on a un peu d'expérience. Pour ceux qui maîtrisent l'épistémologie, ça me fait totalement penser à Thomas Kuhn, tout simplement, au cercle des révolutions scientifiques. Je sais pas si toi, Paul, tu connais, mais grossièrement, c'est qu'à un moment donné... paradigme, tout ça. T'as quelque chose d'acquis, t'as un paradigme dans la science, et il va commencer à y avoir des chamboulements, des personnes qui vont le questionner, et justement, petit à petit, on va passer par les révolutions, d'où le fait qu'on appelle ça le cercle des révolutions scientifiques, si j'ai pas de bêtises. Et donc, du coup, on va aboutir à un nouveau paradigme qui sera différent. Mais une chose que je voulais appuyer aussi, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a plus tendance à considérer comme, entre guillemets, certifié par la science et le plus utile dans la science de l'entraînement, c'est au final ce que le bon sens avait démontré il y a 50-60 ans. Parce que la méthode Lydiard, ça remonte à il y a longtemps. Le volume, je pense qu'avant, il y avait peut-être encore plus de monde qui faisait du volume chez les meilleurs. Les Atopec. Et 100 x 400 mètres. Ouais, les 100 x 400 mètres, ça c'est séance... Aujourd'hui, moi je suis fou quand je vois Nicolas Navarro faire des 40 x 400 mètres et tout. Enfin, ça a du sens, mais je me dis, la vache, faut le faire, respect. Mais c'est vrai qu'on se dit, Zatopek, c'est encore une autre gamme. Et justement, c'est ce dont on discutait un petit peu avec Paul aussi. C'est que j'ai le sentiment que l'on a, depuis l'apparition du sport en tant que tel, structuré comme loisir,
on n'a pas progressé. Parce que par exemple, je regardais en 1908, le record du monde du 800 mètres était d'une 52. Et j'ai le sentiment que grossièrement, la marge qu'on a réussi à gratter, c'est tout ce qui est chaussures, c'est passage d'une piste cendrée à une belle piste, c'est avoir un bon matelas pour dormir, c'est avoir du temps pour doubler, c'est avoir une meilleure récupération parce qu'on a des travaux on travaille de façon moins physique, c'est aussi le dopage, faut pas se mentir, ça fait aussi partie du lot et ça fait aussi partie des questionnements de la science, mais je suis pas sûr que fondamentalement, structurellement, on soit meilleur aujourd'hui qu'avant. La densité aussi. Ouais, la densité, Plus de parce que personnes justement, qui courent. les loisirs et l'accessibilité des paires de chaussures et tout, de tout ça a rendu le public, enfin, de tous les sports plus dense, quoi. Il y a plus de monde qui en font, mais au final, est-ce qu'on est meilleur ? Est-ce que tous les apports scientifiques ont permis d'être meilleurs ou juste d'être plus dense ? Ça, c'est aussi une question à se poser, je pense. Et moi, je pense que ça nous a pas rendu meilleurs. Peut-être même au contraire, parce que avec tout ce qu'on a aujourd'hui, avec notamment être tout le temps assis, jamais mobiliser ses fessiers, etc. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment pas vas-y, sûr qu'on se soit amélioré. On Hein. va tourner le podcast dans le couloir alors. On va aller marcher un coup. Tiens, c'est vrai qu'on aurait pu le tourner debout. Hein. Mais il y a pas de, tu vois, c'est trouver un Ça bureau aurait été debout et difficile tout, avec les micros. même un banc Ouais, debout un et peu, tout. c'est filaire quoi. Non, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu une réelle progression. Depuis 30 ans, j'ai l'impression que les records du monde qui tombent, c'est 2-3 innovations technologiques comme le carbone, qui a quand même amélioré, qui a apporté une économie musculaire pour certains, même pas pour tous, et le dopage, quoi, qui s'est amélioré. Parce que bon, après, on tourne en rond avec les cétones. Il y a 20 ans, la créatine, c'était le truc à la mode. Mais fondamentalement, est-ce qu'il y a eu... Les paradigmes ont un peu changé, mais est-ce qu'on y a vu des vrais changements ? Pour moi, les évolutions de records du monde récents, c'est principalement du dopage, quoi. Enfin, clairement, je vois pas de... Est-ce que... Ouais, non, mais moi je suis d'accord. T'es trop focalisé sur les élites. Ouais, c'est vrai. Mais non, la science de l'entraînement, c'est pas ça. La science... Tout à l'heure, je crois que j'ai dit un truc du style la science a son propre agenda, tu vois. Toi, t'as le tien, mais quand tu la lis, la science, elle a son propre agenda. Par exemple, entre elles, il y a un truc important pour pas mal de monde, c'est essayer de faire que ça laisse le moins de traces possible à la montagne, tu vois. Et on a quelques études pour montrer qu'en fait, les micro-déchets de plastique laissés par les chaussures après une compétition de trail, on peut les repérer. C'est-à-dire qu'une compétition de trail en montagne, ça laisse des déchets plastiques. Forcément. Les chaussures en laissent. Et en quantité non négligeable, détectable. Et si nous, on peut les détecter, les animaux peuvent les bouffer. Enfin, tu vois, la végétation va s'adapter. Oui, enfin, ouais. voilà, il va se passer des Ouais, choses, quoi. Bon, ça, tu vois, clairement, c'est pas dans ton spectre d'attention. Non, mais on en vient à la c'est science de super l'entraînement, intéressant. tu vois, mais pour moi, c'est un résultat qui fait partie de la science du sport. C'est un résultat qui vient de l'écologie, de c'est la intéressant. conservation et ainsi de suite. Ça en fait partie. Là, tu viens de citer des résultats scientifiques ou des avancées technologiques, tu vois, qui ont des intérêts pour des élites et qui ont peut-être pas effectivement beaucoup d'incidence sur leur perf réelle, mais prends tout ce qu'on sait en sciences de la nutrition, ce qu'on a appris ou en tout cas qu'on a corrigé, parce que comme tu disais Paul, il y a plein de choses qu'on corrige au fil du temps, mais qu'on sait en kinésithérapie par exemple, et qui font qu'aujourd'hui on arrive quand même à faire courir beaucoup plus de gens qu'avant. Bon, mais ça oui. Ça c'est énorme. Oui. Ça c'est absolument énorme. Tu Ça, vois. je pense que c'est pas la science qui fait qu'on arrive à faire courir plus de gens qu'avant. Non, certainement, mais est-ce que ça y a contribué ? Tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est, pour moi... si jamais on est arrivé à faire courir plus de monde et que la science a participé à ça, par exemple en améliorant les chaussures, tu vois, très bien. Quoi. Juste avant Paul, pour moi, tout simplement, je pense que oui, ça a participé, mais à la marge, donc c'est toujours bon, mais c'est à la marge pour moi, tout au plus. Ah oui, c'est j'en pas sais rien. un facteur majeur. Mais ça, pareil, il faudrait le mesurer, tu vois. Je pense que c'est juste que les gens maintenant ont plus le temps et que c'est aussi le sport est beaucoup plus médiatisé, c'est tout. Il n'y a pas de progrès par rapport à ça, que ce soit d'un point de vue médical ou technologique. Ouais, putain. Une chaussure, on n'en a pas besoin, on peut courir pieds nus en fait. C'est Ouais. d'ailleurs à cause des chaussures qu'on se blesse parce que. Trop drop, trop lourd, en vérité, c'est le changement qui fait se blesser. Ouais, alors en plus, j'ai entendu l'argument là sur les chaussures que c'est après Bikila qu'ils l'ont interdit au JO, mais en fait, j'ai vérifié, c'est pas du tout Non, c'est interdit. pas interdit. T'as toujours le droit de courir c'est pas pieds nus interdit. si tu veux. Ouais, t'as le droit de C'est- courir pieds nus. C'est juste que si t'es habitué à courir avec des chaussures, courir pieds nus, tu vas te Te blesser tuer. et même tu vas moins aimer. Mais Ouais. fondamentalement, ta foulée naturelle, elle est pieds nus. En fait. Alors que moi, Voilà, entre la méthode Lydiard et Bikila et les autres, je crois qu'on a cité déjà pas mal de trucs. Je sais pas si tout le monde aura les. Mais j'aimerais bien revenir Oral sur un bias, exemple quoi. qui est mythique, c'est l'hydratation
pendant l'effort. Alors là, Mimoun. Entre Époque 60, Mimoun, ouais. entre 60 et aujourd'hui, je vous lis, ça j'ai pris en note parce que c'est exceptionnel. Dans les années 60, c'était le début de la recherche justement sur l'hydratation. Il n'y avait pas de recommandation, c'était boire à sa soif. Les années 70, c'était ne pas boire durant l'activité physique. Ensuite, années 90, boire la quantité maximale tolérable. Donc ça, c'est hyper dangereux. Ouais, ça on est parce d'accord. que en gros, t'entends ça, les mecs ils boivent le plus possible. Bah, tu peux aller dans le cas extrême, oui. Voilà, et du coup, ça faisait des hyponatrémies justement. Oui. Donc ça, c'est la mort en fait. Super les recommandations, suivons la science. Et 1997, remplacer tous les fluides perdus pendant l'effort, entre 600 et 1200 millilitres. Beaucoup trop, puisqu'on tolère la déshydratation. Voilà. 2003, boire à sa soif, mais pas plus de 400 à 800 millilitres par heure. 2008, plan personnalisé d'hydratation pour prévenir la perte de plus de 2% de son poids corporel en eau. Et 2015, consensus international, boire à sa soif. Oui, aux sensations, quoi. Avec la formulation. Voilà. En fait, tout ça pour buvez comme vous voulez. Non, mais ça, on s'y par attendait. ailleurs, on sait que les coureurs les ça, plus on s'y rapides attendait. perdent jusqu'à 10% de leur poids sans conséquence pour leur santé. Ouais. Alors, tu vois, moi, quand je pensais au rôle que peut avoir la science pour faire courir ou autre chose les gens, par ailleurs, c'était plutôt dans tout ce qui était prévention des blessures et ainsi de suite, c'est-à-dire ou réhabilitation, tu vois, je pensais au kiné en particulier. Oui, c'est vrai que l'aspect. Parce que Oui, c'est recruter important. des gens pour qu'ils courent, effectivement, tu vois, augmentation du temps libre au niveau d'éducation, ce que tu veux, discours de santé publique, ça je suis d'accord. En revanche, ensuite, il faut les garder en mouvement. Et ça, c'est hyper compliqué, tu vois. Enfin, faire courir quelqu'un qui a 50 ans, qui a jamais couru, en fait, c'est possible. Mais faut être quand même vachement impliqué, quoi. J'ai l'impression, en tout cas. Ouais, ça, c'est le rôle des kinés principalement. Ouais, personnellement, mon aussi. exposition principale à la science de l'entraînement, c'est via Clément en course à pied qui fait ça bien à sa sauce parce que justement c'est une sauce d'entraîneur sportif et en fait dans ce que je comprends de tes propos il y a tout un côté cuisine individuelle qui est hyper intéressante. C'est mon kiné ensuite et lui pour le coup il travaille il travaille sur quelques sportifs tu vois mais il travaille plutôt sur des grosses cohortes de patients, des personnes âgées aussi et tout donc ça compte pour quelque chose et aussi quand même sur quelques cohortes de sportifs et puis un entraîneur supplémentaire que j'ai en salle pour tout ce qui est renforcement musculaire et qui lui justement a une approche qui vient plutôt de tout ce qui est diplôme de sport avec beaucoup d'anatomie voilà exactement en plus avec une formation en force athlée qui fait qu'il est hyper attentif à tout ce qui est anatomique et je trouve ça intéressant et du coup la science de l'entraînement moi je la côtoie à travers ça si tu veux et c'est pour ça que je te disais à partir du moment où il y a des gens que tu peux identifier comme professionnellement introduits et licenciés au sens capable de délivrer une forme de science de l'entraînement c'est qu'elle existe tu vois. Mais c'est vrai que juste petite parenthèse sur ça c'est que ce que tu mentionnes tu parles justement de l'entraîneur qui fait un peu sa salade composée quoi et qui individualise et ça c'est quelque chose que je trouve aussi quelque chose de très moderne d'aujourd'hui, je trouve. C'est que on va aller voir des entraîneurs pour leur méthode d'entraînement et on va pas se questionner sur, ni l'entraîneur d'ailleurs, sur est-ce que cette méthode est adaptée à la personne, etc. Quand on parle de Canova et ainsi de suite. Et on voit, par exemple, Canova, c'est un entraîneur qui est capable d'obtenir des grands succès, mais les athlètes, ils font pas long feu, par exemple. Et moi, ça me pose un peu question, c'est qu'on a aussi en fait ce dogme de la méthode idéale, comme on parle de la méthode norvégienne et ainsi de suite. Et j'ai l'impression qu'il y a des entraîneurs et des athlètes qui pensent qu'une méthode va leur aller et que ça peut aller, quoi. Alors que moi, ça me pose un peu problème quand tu vas dans un groupe et que l'entraîneur, il a une seule méthode pour tout le monde. Moi, ça me pose un peu souci. C'est vrai qu'après, on peut pas forcément avoir une approche idéale quand tu as 20, 30, 40 personnes à gérer. Il y a des entre-deux. Mais il y a par exemple, il va y avoir des petits groupes où tu as 10-15 personnes à gérer. Et même si c'est sur du temps libre, tu peux avoir déjà un peu plus le temps d'individualiser. Et certains ne le font pas parce qu'ils vont s'accrocher à leur méthode, leur conception. Et ça me pose un peu aussi souci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que justement, c'est aussi un aspect scientifique dans la chose où justement, il n'y a pas ce côté humain, il n'y a pas ce côté adaptatif. Et pour moi, un scientifique fera jamais un entraîneur parce qu'il prend pas en compte le côté humain, le côté adaptation, le côté individualisation. Au final, pour moi, c'est le plus important dans l'entraînement. C'est comprendre à qui on parle et lui servir un plat qui lui plaît. Moi, c'est ce que je conçois être le cœur pour l'entraîneur sportif, en tout cas l'entraîneur d'athlétisme, c'est ce que je conçois être le cœur de la chose. Donner la motivation et donner la recette qui correspond à la personne. Pas donner la recette qu'on préfère, en fait. C'est rationnel, de mon point de vue, c'est rationnel comme comportement et comme objectif premier, parce que
pour n'importe quel type de performance, tu veux que la personne continue à s'entraîner. Le jour où elle arrête, c'est terminé. Donc, non, mais franchement, Nico Martin disait, un entraîneur de trail disait la même chose là sur un podcast que j'écoutais récemment. Il fonctionne beaucoup au volume, tu vois, il détaillait un peu sa philosophie de l'entraînement et tout, et il disait il faut organiser, faut faire travailler tes athlètes de telle manière à ce qu'ils s'arrêtent pas. Non mais oui, bien sûr. C'est à peu près aussi simple que ça, quoi. Et ils ont deux manières de s'arrêter, c'est arrêter parce que ça les intéresse plus ou s'arrêter parce qu'ils sont blessés. Donc en vrai, si jamais tu cherches un peu les gros trucs stoppants, il y a ça et ça, quoi. Ouais. Et qui progresse aussi. Ouais. Sinon, c'est du sport santé simplement. Ouais, voilà. Après, il y a des certes, périodes de effectivement, stagnation aussi. Ouais, voilà. Faut savoir voir plus généralement, mais je suis d'accord que s'il n'y a jamais de progrès. Je parle sur le long terme. Oui, bien sûr, ça on est d'accord. Alors, sport santé, c'est hyper intéressant comme expression, parce que c'est là où tu réalises que s'il y a une science de l'entraînement, encore une fois, elle a un agenda qui sera certainement pas le nôtre, tu vois. Mais je sais plus, j'écoutais Sylvaine Cusso, qui disait que elle, l'intégralité de son approche de l'entraînement, elle s'entraîne toute seule et tout, elle gagne tout en trail, en gros. Enfin, je crois qu'elle a gagné à l'Eco-Trail il y a 2 jours, là. Je me trompe peut-être, mais en gros, elle a dû très très bien finir. Elle, tout ce qu'elle fait au niveau de l'entraînement, de l'organisation de ses séances, c'est du sport santé, elle dit. Et puis tu regardes ce qu'elle fait. Dans quel sens ? Elle arrive à faire du fractionné en sport santé, tu vois. En fait, elle se fait des sorties longues géniales en sport santé et tout. En fait, non, mais pour elle appelle ça du sport santé parce que c'est des séances qui lui font plaisir. Oui, c'est-à-dire, elle est contente. Pour perdurer dans la pratique, faut prendre plaisir. Alors que justement, je pense que le sport santé à la racine, c'est pas du plaisir. Parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui se mettent à la course à pied par, entre guillemets, nécessité, perdre du poids, etc. et prennent pas forcément de plaisir. Et aussi parce que justement, bon là, j'aurais pu en parler en introduction, mais j'ai pas fait pour la raccourcir. On a Weber dans l'éthique du capitalisme qui dit que justement le sport santé, améliorer ses conditions de vie, etc., c'est une approche assez protestante des choses et que le sport, justement, si je cite plus ou moins Weber, pas au mot près, s'il sert un dessin rationnel, c'est-à-dire un bon équilibre physique, etc., est intéressant, mais par contre, s'il permet d'enrichir l'ego, d'avoir des instincts irrationnels, etc., et trop de plaisir, il est pas bon. Et justement, c'est pour ça que moi, en même temps, ça me fait un peu tilt quand tu me parles de sport santé et de plaisir, parce que moi, sport santé, pour moi, c'est vraiment les directives gouvernementales qui vont te dire comme manger 5 fruits et légumes par jour et tout, mais qui vont pas te faire pour autant aimer les fruits et légumes. Et pour moi, le sport santé, c'est pareil. Tu fais pour ta santé, parce qu'en fait, t'es assis sur une chaise toute la journée et t'es en léger surpoids, mais tu fais pas par plaisir. Et justement, je trouve qu'on prend pas assez cette optique de plaisir aussi, quoi. Même si là, on dévie un petit peu du sujet. Et que si on commence à parler des politiques gouvernementales à 6 mois des JO, le podcast va durer 3 semaines. Mais ouais, c'est ça. Et quelque chose qui coupe le plaisir aussi pour rebondir, enfin, je trouve qu'il coupe le plaisir pour rebondir et repartir dans la thématique, c'est la place des statistiques. Moi, je vois des personnes qui courent, mais punaise, j'ai l'impression que si on leur retire leur montre, ils vont décéder sur place et ils vont plus prendre de plaisir, alors que c'est pas la statistique le plaisir. Moi, quand je commence ma saison, je prends pas ma montre les 3 quarts du temps parce que bon, déjà les chiffres vont me déprimer en vrai. Mais c'est pas ça l'essence de l'athlétisme. J'ai l'impression que justement la science de l'entraînement et la science en général, ce qu'elle apporte au sport, enlève une partie plaisir justement parce qu'aussi on pousse peut-être à la perfection et que c'est compliqué de lier les deux. Je sais pas ce que vous en pensez. Si l'un de vous deux veut intervenir sur le sujet. Parce que les statistiques, je pense qu'il y a beaucoup à dire aussi. Ça, c'est le domaine de François, la statistique. Ouais, mais alors. alors. Si je la laisse parler, j'aurais plus rien à dire. La c'est ça passe le problème, décisive. en fait. Là, typiquement, les stats que tu viens de laisse un citer, peu, hein. c'est moins mon truc. Parce qu'en fait, là, tu viens de faire référence aux gens qui courent le nez très très collé sur les montres, tu vois. Et bon, là, j'ai pas 10 000 points de comparaison, mais si tu veux. Moi, quelqu'un qui court parce que ça le motive à ensuite poster un screenshot de sa séance sur Reddit, ça me va, tu vois. Pendant un temps, j'ai lu les forums d'aviron sur Reddit pour comprendre un peu ce qui motivait les gens à faire du rameur indoor, parce qu'après quelques séances, j'arrivais vraiment pas à comprendre. Et en fait, j'ai compris que j'y arriverais pas, parce que clairement, il y a plein de gens pour qui la motivation, c'est poster une photo des plus gros watts. Ouais, des watts ou du pace plutôt, mais ouais, complètement. Et bon, si ça encourage des gens à faire des perfs hallucinantes, tant mieux, quoi. J'avais lu quelque part que sur Strava, ils avaient mesuré que le nombre de kudos est proportionnel à la longueur de la sortie. Ça m'étonnerait même pas, franchement. Bah non, vu que c'est un peu la tendance. Mais de toute façon, ouais, c'est vrai que moi, Paul aussi, on est assez débranché de ça quand même, parce que Paul n'a pas Strava, j'ai plus Strava non plus. Bah, en fait, officiellement, j'ai Strava, mais c'est juste que je vais pas dessus. T'as jamais rien J'ai mis créé un compte pour voir comment c'était, tu vois, mais j'ai pas. Oui, ouais. Je publie pas. Mais justement, je moi, vais pas dessus.
même en gardant que des proches et 2-3 personnes que je connais, ça me saoulait quand même parce que il y a un petit côté pratique parce que bon, bah, au final, tu sais quand même combien tu as couru, tu peux le quantifier parce que moi, je suis pas très bon pour quantifier justement, peut-être parce que j'ai toujours eu des chiffres sous les yeux et j'ai pas l'habitude de bien quantifier les ordres de grandeur. Mais honnêtement, on peut faire sans quoi. Moi, je pense que c'est bien, mais pas dans un premier temps. Faut quelqu'un qui est Le corps, néophyte, quoi. Ouais, les dans la sensations et discipline, il doit apprendre sans. Parce que justement, le risque, c'est qu'après, s'il a plu, bah, Il sache soit pas sait, faire. soit il sait pas faire, soit pire, il a zéro plaisir à le faire. Ouais, il peut méfaire, il fait mal, etc. Ouais. quoi. Donc je pense que nous, moi j'ai eu la chance c'est de commencer avant tout ça. J'avais même pas de montre du tout, même une montre chrono, j'avais pas ça avant. Et ce qui me permet, bah, si ça m'arrive, bon, maintenant c'est de plus en plus rare, mais si j'ai pas ma montre, bah ça va, tranquille. Bah, moi, c'est pareil, tu vois, juste pour donner mon exemple personnel. J'ai quand même couru, je pense, j'ai fait 2 ans sans montre et là, ça fait 3 à 4 ans que j'ai une montre. Enfin, quand je dis 2 ans sans montre, je courais pas souvent, donc j'en voyais pas la nécessité non plus. Mais je pense que la première fois que j'ai pris un tour sur ma montre pour une séance de fractionné, c'était il y a 4 mois, quoi. Parce que moi, ça m'insupportait de juste faire mon bip-bip, d'entendre ma montre biper et tout. J'en vois, ils passent avec leur montre, t'as l'impression qu'ils ont mis un réveil dessus, quoi. Les compteurs Garmin et tout sur vélo. J'ai une histoire très drôle, c'est un gars dans mon ancien club, on faisait des 400 et le gars, bah en plus le gars était un peu dans les maths, tout ça, donc il aimait bien les chiffres. Et avec sa montre, le 400, il s'arrêtait quand sa montre lui disait 400 mètres. Au secours. Il s'arrêtait pas, ouais. On lui dit non mais arrête en fait. Enfin, oui. Il débloquait complètement. Surtout que si tu lapes, bah t'as le temps tout simplement, même si ta montre met pas 4. Ouais, J'ai tenté de calibrer ma Garmin pour qu'elle comprenne les. Tu sais, sur les séances de piste que tu m'as filé où il y avait justement Il y a des un mode 200 et piste, des hein. 300. Ouais, Pardon. Il y a un mode piste. Ouais, mais justement, tu vois, alors là, ils viennent de mettre à jour Garmin. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une base de données des pistes. Mais avant, il fallait tout calibrer toi-même à chaque séance, plus ou moins, quoi. Et du coup, je l'avais fait, et ouais, t'obtiens jamais le truc parfaitement, quoi. Moi, je crois que le minimum que j'ai eu, ça devait être 2 mètres de jeu, un truc comme ça. Ouais, non, mais parce que de toute façon, ça peut. Enfin, justement, pour en revenir sur le cœur du sujet, c'est qu'on cherche à mesurer des choses qui peuvent pas être mesurées parce qu'en fait, ton pied droit parcourt pas la même distance que ton pied gauche. Et à ce moment-là, on s'en sort jamais, quoi. Non, puis surtout, ça sert à quoi sur une piste de 400 de vouloir. Non, mais tu on sais est qu'il y a d'accord, 400 on mètres, est d'accord. point barre. Tu Puis, lapes et puis après tu. Je me dis, c'est des personnes, si tu leur fais faire. Ouais, il y a à peu près 400. Il y a des personnes, si tu leur fais faire un fartlek. À 20 en cm de la nature. corde, je crois. Voilà. Ouais, c'est ça. Je me dis, ce genre de personnes, tu leur fais faire un fartlek, ils vont avoir peut-être du mal, même tout simplement, à se calibrer. Moi, j'exagère peut-être un peu, là, l'exemple est un peu extrême, mais j'ai le sentiment qu'on crée peut-être des personnes qui sont pas du tout, du coup, habituées à courir aux sensations et tout. Et ça, c'est le plus gros problème, c'est un des plus gros problèmes que je vois. C'est que les gens sont pas connectés à leurs sensations. Et en général, ils en font toujours un peu trop, surtout dans la tendance de l'entraînement français à être assez bourrin, à être assez proche de VMA, voire au-dessus. Moi, j'ai le sentiment que du coup, il y en a beaucoup qui font beaucoup trop. Et en fait, quand on va dans des clubs grand public, il y en a beaucoup qui progressent pas. Alors qu'avec ce qu'ils font, en termes de volume et tout, ils pourraient progresser. Mais ils ont pas les bonnes méthodes, ils y vont trop fort, ils sont trop concentrés sur. Par exemple, ils vont vouloir courir en 40 minutes. Leurs 10 km, ils vont passer toute leur séance en 3,50. Alors que tu peux les passer 10 secondes plus lentement, tu peux encadrer l'allure. Enfin, ils en font trop, quoi. C'est là que la fameuse méthode norvégienne a apporté du positif, c'est que fondamentalement, on a compris grâce à ça que. Enfin, il y en a plein, on n'a pas attendu ça pour le comprendre, mais je veux dire, c'est plus Normalisé, ouais. normalisé maintenant qu'il ne faut pas nécessairement s'entraîner dur, en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir de cette méthode finalement. Ça, c'est un bon point, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est tellement dans l'excès qu'en fait, la plupart des gens vont pas juste s'arrêter là, mais vont être carrément en mode faut que je fasse exactement la méthode norvégienne, faut que je peux pas tester ma lactatémie, donc c'est pas tip top et tout. Et ils vont suivre les chiffres. Tu vois, ils vont pas suivre leurs sensations, mais les chiffres. Tu vois ? Oui, tu dis il parce que tu penses à la masse en fait. Je pense à certaines personnes avec qui j'ai pu parler de ça et Ouais. qui sont franchement, en fait, ils disent c'est facile et tout, mais ils disent pas c'est facile parce qu'ils l'ont ressenti de façon que c'était facile, mais premièrement, parce que leur lactate n'est pas élevé. Surtout que le lactate, j'ai envie de dire, à 4 millimoles, toi, tu vas peut-être pas avoir le même ressenti que Ouais, moi c'est à ça. 4 millimoles, tu vois, donc Puis c'est pareil, faut pas trop se fier à ça non le plus. problème vraiment c'est les que sensations. la lactatémie est influencée parce que tu manges, etc., parce que forcément l'alimentation est acide, l'alimentation est ceci, cela.
Et je mets ma main à couper que la plupart des amateurs qui font des suivis de lactate sont pas à ce niveau de détail, sauf que si t'es pas à ce niveau de détail, ça sert à rien Ouais, c'est tout ou rien. de faire des prises de lactate, quoi. C'est comme là en ce moment, je fais une série de vidéos sur la puissance, mais c'est surtout à titre informatif et pour le plaisir de partager. Parce que en fait, ça s'applique pas pour 3/4 des personnes, parce que la plupart des choses, t'es obligé de monter quand même une bonne base de données pour savoir comment ton corps réagit à toutes les intensités, à tout cela. Et tu t'en sors pas si t'es un amateur, en fait, tu passes plus de temps devant ton PC à calculer des choses que à courir. Et peut-être même qu'à prendre du plaisir. Même si, je pense que François, t'es un peu de là-dedans et moi aussi, tu peux prendre du plaisir tout en calculant, etc. Mais c'est facile de tomber dans un excès, quoi. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Ouais, certainement. Et puis c'est facile, un peu comme ce que vous disiez sur le lactate, c'est facile de mal mesurer les choses aussi. Ouais. Le lactate, c'est peut-être un cas extrême, mais avant, on parlait du GPS. Enfin voilà, il y a une marge d'erreur sur n'importe quel instrument, c'est sûr. Mais ouais, je prends l'exemple du lactate parce qu'aujourd'hui, je vois des personnes qui ont le niveau de Paul, donc un niveau décent, mais qui n'est pas un niveau qui nécessite autant d'investissement de mon point de vue. S'acheter des capteurs de lactatémie et faire des tests tout le temps, ça me paraît un peu aberrant, moi, tout simplement. Enfin, est-ce que Paul, toi, tu t'imaginerais commencer l'athlète comme ça, quoi. Enfin, commencer à être dans ce monde-là? Ah non, commencer, non. Avoir 18, 20, 22 ans, performer, faire une 50, une 52, une 53, et faire de ta lactatémie entre chaque répétition de 400, entre tes allures... je devrais faire ça, en fait. Aujourd'hui. En fait... Je vais pas critiquer ceux qui le font. J'ai déjà essayé une fois, un ami m'a prêté, et c'est vrai que quand tu l'as jamais fait, tu testes, il faut essayer. content, ça, je suis d'accord c'est qu'il faut rigolo. essayer, tu vois. Après, c'est un investissement quand même, c'est quelques centaines d'euros, Ouais, je crois, un bon 400 capteur. Ouais, t'es dans les 400 pour les et plus la bandelette, répandus. c'est 2 euros, Ouais. sachant qu'une bande, tu utilises 2 bandelettes à peu près par séance, ça fait cher. Non, moi je pense que en fait, ça va être un peu cru ce que je vais dire, mais pour moi c'est comme le porno en fait. C'est-à-dire que quand tu commences la course et que t'as que tes jambes, tes jambes, ton souffle, et que t'as aucun instrument, et bien après t'es content d'avoir une montre avec juste un chrono. Après t'es content d'avoir une montre qui fait cardio et chrono. La comparaison, je vois. Non mais attends, si c'est pas encore clair pour tout le monde, je continue. Ensuite, tu as une montre qui peut laper. Ensuite, elle peut calculer la vitesse. Ensuite, faire le training effect, etc. Et après, tu veux plus, toujours plus. Et en fait, le lecteur de lactate, c'est pareil, c'est une escalade en fait pour diversifier ta pratique, avoir des nouveaux gadgets. Ouais, toujours plus. C'est toujours plus comme. C'est marrant ce que tu dis c'est sur la dopamine montre, un peu. parce que moi, j'ai upgrade ma montre pour utiliser moins de fonctions, mais mieux mesurer. Ça aussi, ça dépend à quoi tu es habitué. Oui. Mais moi, je le vois un petit peu comme ça. Non, mais c'est vrai que la comparaison est bonne. Je l'ai utilisée parce on va la retenir, tu vois. Non, mais totalement, t'as raison. Moi, je l'ai toujours pas comprise, mais c'est pas grave, vous m'expliquerez après. Tu veux toujours plus, quoi, et t'as toujours, en fait, ton shoot d'adrénaline. Oui, un bout d'un moment, plus suffisant, tu vois. T'en as marre, ouais, c'est ça. C'est bon, t'as compris, tu veux quelque chose de nouveau, et souvent, tu veux quelque chose de nouveau dans le plus. Mais ça c'est la façon dont nous, là, on est en train de comprendre la psychologie de l'entraînement et l'application qu'en font les gens. Mais encore une fois, je sais pas trop qui sont les gens, mais quand on parlait des réseaux sociaux, c'est la même chose, c'est-à-dire les micro-shots de dopamine sur Strava ou autre. En fait, il y a des gens que ça fait courir, tu vois. Mais il y a des gens à qui ça nuit, mais il y en a d'autres que ça fait courir. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce qu'on généralise là-dessus, tu vois. Enfin, moi, ça m'amuserait pas du tout, tu vois, d'être esclave de ces choses-là. Mais j'aurais beaucoup de mal à formuler des observations, tu vois, qui tiennent un peu pour des catégories de population générale complète, parce que je suis plus jeune et que donc je sais pas trop ce qui motive les jeunes ou pas. Moi, par exemple, je remarque que j'ai plein d'étudiants, ils vont à la salle, tu vois, filles incluses et tout, tu vois. Enfin, moi, dans ma jeunesse, ça n'existait pas, ça. Ça, pour moi, c'est pareil, c'est vachement par rapport à... C'est quelque chose de moderne, quoi. Non, mais ce qui motive des gens pour aller à la salle, tu vois, c'est l'effet de groupe, c'est l'aspect... C'est même les influenceurs, voyeurs, Thibaut InShape, par exemple. Non, mais ouais, tu vois, voilà. Donc, moi, les mécanismes, ce qu'en retirent les gens, tu vois, ça m'échappe complètement. Moi, j'y vais, mais j'ai découvert ça par des moyens complètement différents. Donc j'aurais beaucoup de mal à te parler, on va dire, de ce qu'en tirent les gens au niveau psychologique, physiologique, hormonal, parce qu'en fait, j'en sais rien, tu vois. Donc, en termes, là, tu vois, si jamais on revient au titre de ton podcast, tu vois, enfin, de la science de l'entraînement, tu vois, les motivations des gens et puis la façon dont ils vivent l'entraînement sportif, moi, je pense que je sais à peu près pourquoi je m'entraîne et encore parfois je me pose la question.
Pas parce que je doute, mais Tu plutôt douilles parce que parfois. j'essaye de... Non, mais plutôt parce que j'essaye de me dire, en fait, t'as recommencé pour ça, machin milieu, tu vois, enfin... Tu peux largement psychanalyser les raisons pour lesquelles t'as commencé à courir lorsque t'as pas commencé à courir simplement par effet d'entraînement. Tu vois, les raisons pour lesquelles j'ai fait du sport en club quand j'étais petit, c'est pas compliqué à comprendre, tu vois. Bah, C'est un phénomène mimétique. Mais Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui lâchent vers 16 ans, 17 ans, 18 ans aussi, parce que... ouais, complètement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu vois, Puis les raisons peuvent changer. faire que les gens continuent. Tu vois. Oui, parce que justement, tu mets à jour un peu tes raisons, Et ça peut si, changer. voilà, et si jamais scientifiquement, pareil, toi tu parlais d'entraîner en club, du fait qu'il faut pas faire des séances uniformes ou que c'est gênant que les séances soient trop uniformes et tout. Mais tu vois, en sciences de l'éducation, les questions sont exactement les mêmes. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut enseigner de manière à peu près uniforme, tu vois, à des gamins ou à des apprenants qui clairement ne le sont pas, tu vois. Les questionnements sont exactement les mêmes. Est-ce qu'on a une science de ça ? Est-ce qu'on a une science de comment enseigner des trucs similaires, tu vois, enfin des connaissances identiques à des gens qui sont très différents, qui ont des rythmes de compréhension, d'apprentissage très différents. Ouais, en fait, il y a des sciences de ça. Donc, il y a une science de l'entraînement qui parle aussi de ça, tu vois, de comment enseigner à un groupe. C'est pareil, tu vois, j'ai l'impression que, en fait, les statistiques, les chiffres, comme là, par exemple, le fait de créer une science pour beaucoup de choses, c'est un peu, j'ai l'impression, un désir compulsif humain de mettre les choses dans des cases. Et moi, par exemple, j'ai l'impression qu'en fait, les sciences, les statistiques, etc., on s'en sort jamais, ça va faire comme des poupées russes si on prend cette pente-là. On aura toujours des sciences, des statistiques, etc. qui vont s'empiler, mais on n'en fait rien. Enfin, Oui, c'est vrai. déjà rien que là, quand je vois que, voilà, par exemple, François, t'as changé de montre et moi je vois tes stats, etc. Quand je vois que t'as l'oscillation verticale, quand je vois que t'as le temps de contact au sol, tout ça, je me dis franchement, à la limite, moi ça peut m'intéresser, mais normalement t'as peu de chances d'avoir un déséquilibre. Ça peut m'intéresser, voilà, parce que je suis ton entraîneur, mais encore. Mais foutre ça à quelqu'un, enfin foutre ça à n'importe qui achète une montre, tu occupes juste son espace mental, tu occupes juste son énergie, quoi, et ça, parce que la personne va perdre du temps à regarder ça, ou va perdre du temps à l'ignorer, ou qu'importe, elle peut pas être sans effet par rapport à ça, c'est juste trop, c'est des poupées russes, quoi, tant pis, Mais ça va être c'est- quoi la c'est suite, son- quoi. Au mieux, c'est des données simplement à observer, ça. C'est pas des données sur lesquelles il faut agir, parce que le simple fait de courir de plus en plus va agir dessus. Ouais, ça en plus, je suis d'accord. Ta technique de course va Tu s'améliorer du cherches simple pas à fait de changer de courir. foulée, tu vas changer de foulée naturellement. Voilà, c'est ça. C'est pour pour ça qu'au que tu te final, c'est blesses juste quand tu- pour la curiosité finalement. Mais tu ouais, peux, mais pour ça, regarder tu vois, moi, je trouve que ça pompe juste de l'énergie, en fait. Juste ça. Bah, à part la distance et éventuellement le cardio, si t'en as un bon, le reste ça sert à rien. Parce que la distance, bon, tu calcules ton volume, ça peut quand même être intéressant. Ouais, le T'as cardio, un petit contrôle sur le volume. T'es content d'avoir des trucs précis, ouais. Voilà, tu peux avoir ta vitesse, mais fondamentalement, tout le reste, c'est du bullshit un peu. Et au tout début, je te disais, à partir du moment où tu mets du fric dedans, Oui, voilà, il c'est va- ça, c'est vendeur par il contre. va se passer des choses. C'est vendeur. Mais ces choses-là, pour moi, elles n'ont pas de contact avec la science de l'entraînement, sauf si tu considères que les données de l'entraînement et la science de l'entraînement, c'est la même chose. Or, c'est pas le cas. Bah, je C'est- pense que si, justement, parce que c'est par relié exemple, quand même. C'est Quand intéressant tu te- de voir que sur les montres, justement, c'est des algos qui sont censés te fournir la science de l'entraînement à partir de tes données. Et je pense que tout le monde a fait l'expérience, y compris les gens vraiment les moins préparés, oui, à ça, c'est inadapté. du fait que ces données sont à peu près quasiment tout le temps à côté de la plaque. Mais ça, c'est le propre de n'importe quel instrument de mesure qui peut pas toucher droit du premier coup, si tu veux, et qui en fait ne produit de résultats corrects qu'en agrégé, lorsqu'il en produit. Je pense que ces données sont quand même liées à la science de l'entraînement parce que, bah, par exemple, c'est tout bête, mais quand tu parles de puissance, tu as quand même des recherches scientifiques, etc. dessus. Mais tu sais que la puissance en course à pied, comme tu cours pas sur des plaques de force, bah, en fait, elle va être calculée sur justement ces métriques, temps de contact au sol, longueur de foulée, cadence, et ainsi de suite. Et du coup, je pense qu'il y a quand même un lien direct, moi. Juste Mais là, pour tu es en train de rebondir parler sur ça. d'instruments de mesure. L'astronomie, comme science, n'a pas commencé avec les télescopes. Il y avait des gens qui C'est vrai. regardaient les étoiles bien avant. Mm. Une fois qu'on a rajouté l'optique, là, les choses ont un petit peu changé à la période victorienne. Oui, c'est vrai Mais que. Tu vois, c'est un regard différent ensuite sur ce qu'est la science. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on mesure des choses à l'entraînement qu'il y a une science qui en suit direct. Mais ça, c'est vrai dans n'importe quel domaine scientifique. Dans C'est n'importe vrai. quel domaine scientifique, on mesure des milliers de choses dont on ne sait absolument pas quoi faire. Peut-être que de l'extérieur, ça donne l'impression qu'on sait quoi en faire. mais c'est pas vrai. Enfin, La vérité, c'est trop du à peu près en fait finalement. Évidemment. de toute Va façon, demander j'ai aux envie de dire- océanographes s'ils savent la moitié des choses qu'ils mesurent et s'ils le font Mais en avec fait, précision, c'est- ils vont te rigoler au nez. C'est j'en reviens aux sciences dures, aux sciences molles, c'est que dès lors que ça touche au vivant, en fait, on n'y connaît rien en fait. On se rend compte, c'est trop instable, Puis c'est on trop, peut- c'est trop. C'est très variable. C'est trop variable. C'est en pour fait. ça que j'ai voulu entamer sur un débat un peu que j'ai ouvert un peu sur plus de la entre grosses guillemets philosophie. C'est parce qu'au final, ça en vient à l'essence humaine même, qui est en constante évolution, en constant changement, et que chaque personne est différente. Donc c'est
En final, médecine, on n'a pas progressé en fait depuis la préhistoire, quand tu Enfin, réfléchis. ça- je pense que tu grossis un peu le trait, mais je vois l'idée, Mais tu vraiment vois. pas, parce qu'en fait, comment dire Mais par exemple, les on résout Arabes- des problèmes, mais on en crée d'autres en fait. Oui, C'est comme un médicament va induire un effet secondaire auquel Non, mais tu oui, veux ça, c'est- Enfin, tu vois, c'est un peu une mais escalade. c'est vrai que par exemple, les Arabes à l'époque d'Al-Andalus, si je dis pas de bêtises, opéraient déjà des yeux. Et aujourd'hui, tu dis ça 3/4 des gens. Non, ils mais vont moi dire je mesure que- surtout l'espérance de vie en bonne santé. En fait, elle a pas bougé. En fait, elle est même pire parce que autant où on était charognard, chasseur-cueilleur, on pouvait vivre en bonne santé jusqu'à 80 ans facilement, alors qu'aujourd'hui, en France, la moyenne c'est 64 ans, 63 ans. En bonne Si, santé. si tu enlèves si tu enlèves les morts violentes de l'époque préhistorique, c'était ça, c'était Ouais, ça, toutes c'était les 80 maladies, ans, c'est pas les- non pas les maladies, les Ah, mais vraiment morts violentes, violentes, au sens propre du terme. accidents, Ok, quoi, d'accord. c'est ça. Et aujourd'hui, on est très loin de ça en fait. Bah, ça, tu En vois, France, c'est 63-64, mais si on fait la moyenne mondiale, c'est moins que ça. j'ai pas les chiffres. Enfin, du coup, je peux pas te dire, tu vois, parce que Oui, je suis non. pas là-dedans. Mais je trouve que ça colle justement totalement au fait que. Par contre, on envoie des satellites en orbite, quoi. Comme quand on discutait de technologie, etc., on est venu ajouter des choses, mais les performances humaines derrière se sont pas améliorées. On les a peut-être un petit peu optimisées à la marge, mais en vérité, ce qui a amélioré, c'est surtout. On a gagné un petit peu avec le carbone, un petit peu avec le dopage, mais je suis pas sûr que. Tu prends Rudy Chat, tu lui enlèves tout ça, tu le fais courir en Et selon 1908. selon Blaise Dubois, même le carbone, ça n'a rien amélioré. J'aime C'est bien pas sa le carbone. perspective à lui sur les carbones. Ouais. Ouais, c'est C'est intéressant. pas le carbone. C'est En la, fait, oui, ça serait non, la mais c'est légère, la, mais c'est pas c'est la bête. légèreté. Parce ouais. que les gens sont tellement habitués aux chaussures à faible indice minimaliste que tu Mm. les mets avec le même type de chaussures mais qui sont beaucoup plus légères, Mm. fatalement, Ça va mieux. ça va beaucoup mieux. Puis même, si tu compares entre le carbone et la semelle seule, la semelle est 10 fois meilleure que la lame. La lame, c'est franchement du marketing. Et je dis carbone parce je fais référence à ce type de chaussures, mais ça, c'est vrai que c'est totalement vrai. Et ça Moi, viendrait j'y totalement- pensais en regardant les Cotrail parce qu'ils couraient dans la boue et en fait, ta super bonne chaussure de trail, si tu cours dans une flaque et que ta godasse elle garde 100 grammes d'eau, ça devient une chaussure de trail merdique, quoi, souvent. Tu vois ce que je veux dire? Comme Kipchoge il y a un marathon l'an dernier. C'était à Chicago où il avait flotté. À Chicago, à Il a fait Boston des où huit, il là. avait pleuré. Où il avait plu. Oui, je suis fatigué. Où il avait plu. Et il disait que du coup, c'est Alpha Fly, si je dis pas de bêtises. Il avait l'impression d'avoir des briques au pied, quoi. Bah oui, ça m'étonne. C'est un peu le problème, j'ai l'impression. Donc, ouais, alors Dubois, il dit pas que ça. Il dit aussi qu'il y a un effet placebo Oui. assez important, Mm. mais parce qu'en fait, l'étude qu'ils ont fait à la clinique du Mm. coureur, effectivement, ils ont constaté que je crois, ils ont un patient, enfin un sujet, qui court mieux avec des chaussures moins bien. Enfin, quand ils lui ont foutu un placebo. Et le mec s'est quand même amélioré et tout. Il était là, ouais, c'est vachement mieux. Non, mais Non, bon. Bah, faut c'est pas ça, retourner en fait, dans c'est- l'étude, mais ils ont mis voilà. un groupe de personnes avec des carbones, Mhm. d'autres avec la même chaussure, mais ils ont brisé la plaque de carbone, mais ils ont customisé la chaussure de sorte à ce que Oui, ils avaient même masqué la ait le même marque de aspect, mémoire. ouais, voilà. peintes en Et noir, en si fait- je me souviens Oui, bien. peintes en noir, c'est ça. Et il n'y a pas de différence significative apparemment. Non, Et ça, mais- je veux bien y croire, honnêtement. Non, Bah, mais il en a un dans son groupe c'est- contrôle qui s'améliore malgré tout, tu vois, avec la même Oui, chaussure. mais je pense c'est que- parce que en fait une bonne chaussure c'est la chaussure avec laquelle tu as l'habitude de courir. Moi j'ai un exemple personnel, c'est que j'ai les Infinity, c'est pas de la pub, pas de chasse dit, mais j'ai les Infinity, voilà 3, je sais plus exactement quel modèle. Je les aimais pas du tout et plus ça va, en fait ça va. En fait, je les aime bien maintenant. Vous voyez, Non, mais je vois, tu t'habitues forcément, ta foulée s'habitue à la chaussure. je et sais tout. pas pour faire mon cas de généralité, mais je pense qu'une Non, chaussure mais- c'est une chaussure avec laquelle tu as Ouais, non, mais l'habitude. totalement. Et je pense que oui, le carbone. Bon, déjà, là, hier, c'était le Smith Lille avec le 5 km et tout. Déjà, je vois des personnes. Enfin, c'est pas pour faire dénigrer, mais quand tu cours en 50 minutes, la priorité, c'est pas de mettre 300 balles dans des chaussures en carbone. Ça, je trouve que justement, il y a un peu une perte de sens. Et aussi, ouais, je suis d'accord que l'effet, il est tout au plus à la marge. Déjà, il y a beaucoup de placebo. Ça, c'est sûr. Et puis, bon, après, admettons, si t'as un gros talon, tu vas avoir un effet rebond un peu plus rapide, donc tu vas gagner un peu de temps. Mais sauf que même si tu gagnes, t'es pas gagnant dans le fond parce que ton pied va pas s'améliorer, ton pied va être faible quoi dans la chaussure. Ah oui, tu vas troquer une force de Une qualité de pied. Une qualité de pied, voilà, contre une chaussure. Et je trouve que c'est un peu le problème de Contre la science, 300 tu vois, €. c'est qu'il y a beaucoup de trucs au final où tu bricoles, où en fait tu t'occupes pas des priorités. Bien t'entraîner, bien t'alimenter. Par exemple, tu vas te concentrer sur la méthode d'entraînement sans te concentrer sur l'alimentation ou l'hygiène de vie
où tu vas faire l'inverse, où tu vas te concentrer sur avoir la bonne chaussure. Ouais. Tu vas te concentrer sur les gains marginaux. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que c'est plus simple d'acheter, si tu as le pouvoir d'achat évidemment, d'acheter des chaussures à 300 et les gens euros se que de travailler ton pas pied. comme ceux qui vont partir en camp d'entraînement et tout, sans se questionner. Et je pense que ça, c'est aussi un peu l'aspect c'est un peu le professionnalisme qui déteint un peu aussi, parce qu'en cyclisme, on va tellement parler de gains marginaux. Tu vois, le vélo, il va perdre 5 grammes. Bon, en cyclisme, c'est encore plus important qu'en course à pied, mais j'ai l'impression que justement, on cherche trop à copier le monde élite pour beaucoup d'amateurs, pour qui c'est pas la réalité. Et je pense que c'est un peu ce que je ressors aussi de cette discussion. Après, vous, au final, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de la question. Après, il y a plein de choses. Enfin, il y a plein de choses à dire, mais je pense qu'on a quand même commencé à pas mal élaguer et que, à mon avis, le gros pour répondre à la question était dit. Après, il y a énormément d'exemples. Ouais. Parce que par exemple, on aurait pu parler des records du monde. Je mettrais peut-être un lien en description pour un peu partager les records du monde. Et bizarrement, la plupart des records du monde ont sauté depuis le confinement, etc. Depuis 2020, c'est dû à quoi, toi, pour toi ? Depuis 2020 ? Les records tombés depuis 2020 ? Ouais, même le dopage. Ouais, ok. Ah, la densité ? Non. Moi, je pense que c'est la densité. Non. Moi, je pense que Strava a contribué à la densité française en fond et demi-fond. Ah, moi, je partage pas du tout ton avis, tu vois. Moi, je pense que ça a créé une émulation telle que les gens. J'y ai pas assez réfléchi et je pense que l'émulation joue parce que effectivement le niveau sur marathon français a explosé. Tu vois, on en revient à ce que je disais sur. Non, mais en fait, faut pas voir tout blanc. Faut pas voir tout blanc, tout noir. Je pense que Strava, les montres connectées, tout ça, même le lecteur de lactate. Enfin, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés, quoi. Faut parler des deux. Et je pense que. Voilà. Ah ouais, mais je suis perplexe parce qu'en même temps, encore une fois, enfin là par exemple, tu mets dans le panier, la lactatémie, ça concerne pas 3/4 des gens, même en pratique. Non, mais là, c'est. Alors que Strava, ouais, je suis d'accord. C'est pour dire qu'il y a du bon et du mauvais dans tout. Mais en même temps, si tu regardes les parcours individuels de ceux qui réussissent, c'est pas ça, quoi. Même Nicolas Navarro, il se met après une blessure, etc. Et le reste, c'est des parcours plutôt classiques, par exemple sur marathon. Tu vois. Je te parle de la densité, tu vas par exemple, le 1500 mètres, que sur la densité. La page 2, elle commence à 3,54. Oui, je suis alors d'accord. qu'avant c'était à la page 2, c'était 4 Je pensais que tu étais sur densité. Moi, j'étais encore sur les records du monde. Ah non, densité. Enfin, les records par exemple en France, j'étais vraiment sur le élite. Ouais, je pense que la densité, il y a cet effet-là. Mais bon, est-ce que c'est mieux ? Je sais pas, tu vois. Parce que les gens, tout le monde dit c'est les carbones, mais moi je pense que c'est vraiment en vrai c'est les réseaux, enfin le réseau social Strava. Non, mais je pense que c'est un cumul de. Moi, c'est vrai que je mettrais les carbones en premier, mais je pense que c'est un cumul parce que par exemple, là, pour le podcast précédent, j'avais Roger Koenigs, qui est un agent d'athlète et qui avait fait 2h21 à Séville en 2014, si je dis pas de bêtises. Il faisait 18ème. Là, je pense que 2h21, c'est même pas sûr qu'il soit top 100. Et la principale différence, ça, pour la densité, pour justifier la densité, c'est le carbone. Et même quand tu regardes justement la chute. L'augmentation du nombre de sub 32, sub 31 et sub 30 en France, ça se fait depuis 2016, 2017, 2018. Donc il y avait déjà une tendance latente qui, je pense, est due aux réseaux sociaux. Mais je pense que le carbone a vraiment été un amplificateur. Mais je suis d'accord que c'est multifactoriel. Le carbone ou la légèreté de la chaussure carbone ? Oui, non mais oui, tu as raison de me corriger. La légèreté de la chaussure carbone. Et pour moi, la semelle, mais la lame, c'est franchement du gadget. Mais... Bon, du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez peut-être éventuellement encore autre chose à ajouter ? On a fait le tour en partant dans toutes les directions possibles. Ouais, c'est ça. On est parti un peu partout. C'est bien, on n'a toujours pas défini la science de l'entraînement, mais c'est tant mieux en fait. Est-ce qu'il y a vraiment besoin ? C'est juste que ça veut Enfin, moi, je vous ai écouté pour essayer de comprendre un peu ce que ça voulait dire pour vous, en fait, surtout, quoi. Pour moi, est-ce qu'on a besoin de la définir pour en finir avec ? Une définition de la science, ça servira pas à grand-chose, quoi. On pourrait finir sur ça. Pour moi, il y a... pas vraiment de sciences de l'entraînement à proprement parler. C'est une combinaison de sciences qui sont recherchées par des personnes qui sont situées dans le domaine de l'entraînement. Là, par exemple, juste pour faire la recherche, j'ai tapé sciences de l'entraînement sur mon navigateur et j'ai justement plutôt l'apport de la science dans l'entraînement sportif sur Clément. Entraînement par la avec science. Avec tout ce qu'on t'a dit sur les recherches internet. 5 ans d'études pour taper ça. Par curiosité, juste pour voir si j'avais une définition. Et on me ressort plutôt justement l'apport de la science dans bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai, qui est pas du tout justement. Je suis pas en train de le valider parce que j'ai recherché sur internet, mais moi, c'est le sentiment personnel. Un sentiment, ça vaut ce que ça vaut. Effectivement, c'est pas scientifique justement, mais moi, je le conçois comme ça. Il y a pas vraiment de science de l'entraînement. Et vous, comment, enfin toi, Paul, par exemple, comment est-ce que tu le vois ? Comment est-ce que tu définirais la science de l'entraînement ? Est-ce qu'il y en a une pour toi ?
Vous m'avez embrouillé là tout le long du podcast. Franchement, Ah bah c'est vous m'avez bon, trop embrouillé. objectif rempli. Ouais, Mais de toute façon, j'ai envie de dire, on veut en finir avec la science de l'entraînement. Donc on va pas s'embêter. Ah oui, c'est vrai à que ça la- devait s'appeler en Bah finir. oui, avec on la va pas science de s'embêter l'entraînement. à la définir vu qu'on veut en finir avec. Bah non, parce que justement, Le raccourci en facile. vrai, justement, la question impliquerait qu'il faille la définir. Mais Non, mais je pense que de toute façon, il va pas être nommé si tu comme veux, ça. je peux parce essayer. que- Moi, je pense que la Est-ce- science de est-ce qu'il y a l'entraînement, déjà une c'est science c'est de toutes l'entraînement les ressources mises en place pour faire en sorte que on progresse dans une discipline donnée. Je pense que c'est ça. Ok. Mais, et du coup, est-elle utile? A-t-elle fonctionné jusqu'à aujourd'hui? A-t-elle donné ses preuves? Bah, je pense pas. Ouais, je comprends ta définition, effectivement, ouais, ça amène à réfléchir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand je me suis remis au sport, le premier truc que je suis allé lire sur Internet, c'était le site de Bruno Chauzy, entraînement sportif. Ah oui, entraînement-sportif.fr, qui est exceptionnel. C'est un prof de PS à la retraite. Et c'est génial. C'est absolument génial. Et c'est très, très bien documenté. Et c'est ça qui m'a fait faire de la corde à sauter pendant tout le confinement. Et je ne le remercierai jamais assez. Est-ce que c'est de Bruno. la science de l'entraînement? Je sais pas, mais merci Bruno. Ouais. Franchement, c'est fantastique. Bah, quoi. en vrai, il y a besoin de personnes comme ça pour élaguer. Hein. C'est comme on a cité Iron Human. Bah, tu vois, Bruno Chauzy, concrètement, c'est un cours de STAPS qu'il te fait. Il cite 2 ou 3 passages du bouquin de Bruno Ebi sur le marathon. Il me semble, je suis pas certain, mais il me semble qu'il cite un peu de Véronique Billat, mais peut-être que je confonds. Non, Véronique Billat, justement, c'est possible, Tristan Pavlak qui la cite à 2 ou 3 opportunités. Et comme ça, tu vas accumuler des trucs. Steven Seiler aussi, que je me suis retrouvé à regarder grâce à Tristan, tu vois. Et en fait, tout ça, ça te donne un corpus scientifique. Ça veut pas dire que c'est une science de l'entraînement, parce qu'ensuite, les entraîneurs en font des choses. Et toi, par exemple, Clément, dans la perspective que tu en donnes, c'est vraiment une perspective d'entraîneur quand tu parles, parce que toi, tu cherches des optimisations. Ah oui, moi je me suis pas Tu sorti de ma cherches à... casquette. Hein. Bah non. Tu cherches à maximiser des gains. C'est l'intérêt d'avoir Tu les cherches à rôles aller à un peu l'efficient définis. et tout, tu vois. Mais encore une fois, la science n'a pas du tout d'objectif tel. Tu vois. Enfin, si tu prends une définition de la science, donnée par un philosophe des sciences, tu vois, et tout, tu vas pas trouver ces notions-là. Bien sûr. La Non, mais science, c'est elle vrai. cherche pas à optimiser. En fait, pour moi, le principal problème, c'est l'usage qu'on en fait. Parce que là, par exemple, je pensais... L'ingénieur, oui. Et je me C'est disais... différent. C'est vrai qu'il faut remercier toutes ces personnes qui font des contenus. Et par exemple, bah, moi, je pensais à Runwise aussi, qui fait des contenus un peu différents, mais des contenus aussi portés sur la science. Mais j'ai l'impression que le problème, bah, c'est pas le contenu en tant que tel, mais vraiment la façon dont il est perçu, dont il est reçu. Bon, déjà, quand tu vulgarises, forcément, il y a déjà la perception qui rentre en jeu. Mais du coup, c'est vrai que même si la science, bon, on semble plutôt d'accord à dire qu'elle n'a pas forcément fait évoluer les choses, les scientifiques n'ont pas cette prétention-là à dire ça, justement. Et je pense que c'est là la clé du sujet, c'est peut-être comment, au final, la question sur laquelle on finira, qui est une question rhétorique, qui est une question ouverte, quoi, qui n'a pas forcément vocation à être répondue comme ça, c'est est-ce que le problème n'est pas plutôt dans la perception des choses? À questionner, mais mais je pense que ça pourrait faire un autre podcast. Bah, disons bon. qu'au moins, ça nous fait discuter pendant 1h30. C'est ça, et bon. Je sais pas si on Ça a fait sert au avancer moins à ça. on n'a pas fait avancer l'histoire, mais bon. On n'a pas Au moins, ça aurait été inventé la roue, sympa. là. Je vous remercie tous les deux d'avoir été présents pour ce podcast. Donc, Ouais, bah merci. François. Bon, on mettra Merci le à couvert, toi. j'espère. Merci Oui. Paul. Ah Ça oui, sera non, rigolo. mais on remettra le couvert, ça c'est sûr. Bon, on se dit à très vite pour un nouveau podcast. Tchuss, allez, salut les gars. Ciao. Salut.